Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans les rues grises et sales de Chicago, au cœur d'un hiver implacable, la ville semblait figée sous un voile de froid et de tristesse. Le vent glacial s'engouffrait dans les ruelles désertes, soulevant par endroits des amas de feuilles mortes et de papier déchiré. La neige tombée la veille avait laissé un manteau grisâtre, mêlé à la saleté urbaine, qui craquait sous les pas hésitants des rares passants. Parmi eux, marchait Maggie Thompson, silhouette frêle enveloppée dans un manteau usé, les cheveux emmêlés et les mains rouges de froid. Depuis des années, Maggie vivait dans cette invisibilité cruelle, entre cartons humides et trottoirs glacés, une clocharde parmi tant d'autres. Mais Maggie n'était pas résignée. Chaque jour, elle partait à la chasse aux déchets, non pas pour se complaire dans la misère, mais pour survivre, pour espérer. La débrouillardise était devenue sa meilleure amie. Elle connaissait les horaires des poubelles, les coins où les restos jetaient encore de la nourriture à moitié consommée, les magasins qui parfois laissaient traîner quelques objets récupérables. Elle avait un don pour trouver dans les détritus ce que d'autres croyaient perdu à jamais, un vieux livre, une boîte à bijoux oubliée, parfois même une pièce de monnaie roulante. Pourtant, sa vie restait solitaire. Les regards la fuyaient, les mots doux étaient rares, et la nuit, elle se réfugiait sous un pont ou dans un abri de fortune, à l'abri des regards et du vent mordant. Malgré tout, Maggie refusait de se laisser engloutir par le désespoir. Au fond d'elle, une petite flamme d'espoir continuait de brûler, fragile mais obstinée. Elle rêvait parfois à un avenir où elle pourrait poser ses valises, retrouver un lit chaud, un travail honnête, et surtout, la dignité. Ce matin-là, la ville était enveloppée d'une épaisse brume qui atténuait les bruits et les couleurs, rendant tout flou, presque irréel. Maggie marchait d'un pas lent, ses bottes trouées clapotant dans les flaques gelées. Devant elle, se dressait un immense bâtiment de verre poli, brillant sous la lumière blafarde de l'aube. C'était l'un des quartiers d'affaires les plus huppés de Chicago, là où travaillaient les riches et les puissants, ceux qui ignoraient l'existence des sans-abri. Non loin du bâtiment, une énorme benne à ordures débordait de sacs plastiques noirs, dégageant une odeur âcre mêlée à celle du vieux café renversé. Maggie, fidèle à ses habitudes, s'approcha sans hésiter. Elle y plongea ses mains, malgré le froid mordant qui engourdissait ses doigts, fouillant avec soin dans ce qu'on avait jeté. Puis, soudain, son doigt heurta quelque chose de dur, mais aussi étrangement tiède. Son cœur manqua un battement. Elle retira délicatement ce qu'elle avait saisi, et découvrit un homme étendu, immobile, presque enveloppé dans un sac plastique déchiré. Ses vêtements étaient luxueux mais froissés, recouverts de boue et de taches sombres. Son visage était blême, les traits tirés, et ses cheveux châtains emmêlés donnaient l'impression qu'il avait traversé une tempête. Un mélange d'angoisse et d'instinct maternel envahit Maggie. Sans réfléchir, elle se pencha vers lui, posant une main hésitante sur son épaule. « Et monsieur ? Est-ce que vous m'entendez » murmura-t-elle, la voix tremblante. Aucune réponse. Un frisson la traversa, mais sa détermination prit le dessus. Elle sortit son vieux téléphone cassé de sa poche, les doigts tremblants de froid, et appuya sur les touches pour composer le numéro des secours. « Bonjour ? Il y a un homme, je crois qu'il est blessé, ou malade, près de la benne sur la 5e avenue, juste à côté du bâtiment en verre. Oui, il est inconscient, je l'ai trouvé là. » La voix de Maggie se brisa sous l'émotion. Elle resta à côté de l'homme, veillant sur lui, jusqu'à ce que les sirènes se fassent entendre au loin, apportant avec elle une lueur d'espoir. Quelques minutes plus tard, les ambulanciers arrivèrent, le visage sérieux. Maggie leur raconta rapidement ce qu'elle avait vu. Ils prirent soin de l'homme, le soulevant délicatement sur une civière. « Vous avez bien fait de nous appeler, madame », lui dit un paramédic en lui tapotant l'épaule. Maggie hocha la tête, les yeux embués. Elle regarda une dernière fois cet inconnu, si fragile, et murmura. « Tiens bon, tu vas t'en sortir. » Alors que l'ambulance s'éloignait, Maggie sentit, au fond d'elle, que cette rencontre allait changer sa vie, mais elle ne savait pas encore à quel point. Quelques heures plus tard, dans une chambre impersonnelle de l'hôpital Saint-Maries, Jonathan Blake ouvrit les yeux avec lenteur. La lumière blanche du néon lui brûlait la rétine, et le bourdonnement lointain des machines lui semblait presque irréel. Il cligna plusieurs fois,
reprenant conscience non seulement de son corps meurtri, mais aussi du gouffre dans lequel il s'était volontairement plongé. Jonathan avait 38 ans. À l'extérieur de cette chambre, il restait un homme puissant, milliardaire, PDG visionnaire de Blake Technologies, l'une des plus grandes sociétés technologiques des États-Unis, adulé, envié, craint. Mais ici, allongé sur ce lit d'hôpital, il n'était plus rien. Juste un homme fragile, perdu. Ces derniers mois avaient été un enfer, un scandale financier prêt à exploser, menaçant de détruire son empire et sa réputation. Son mariage, autrefois parfait en apparence, battait de l'aile sous le regard insatiable des médias. La pression était devenue trop lourde. L'ombre de la défaite s'était abattue sur lui, étouffante. Dans un acte de désespoir et de recherche de soi, Jonathan avait décidé de tout abandonner. Il avait simulé sa chute, s'immergeant volontairement dans la misère, cherchant dans la pauvreté une forme de vérité, une libération. Mais il ne s'attendait pas à ce que ce soit Maggie Thompson, une femme sans abri, celle qu'il aurait probablement évitée dans la rue, qui le sauve. À l'hôpital, les premiers jours furent difficiles. Jonathan restait distant, froid. Il se sentait humilié d'être à la merci d'inconnus, et plus encore, d'une femme comme Maggie, qui venait le voir régulièrement. Pour lui, elle représentait tout ce qu'il avait fui, la pauvreté, l'oubli, l'ombre. Un jour, alors que Maggie entra doucement dans la chambre, apportant un café chaud et un sourire rassurant, Jonathan la regarda avec une froideur cinglante. « Pourquoi vous êtes-vous soucié de moi » demanda-t-il, la voix basse, presque cynique. « Vous, les sans-abri, vous n'êtes rien pour moi. Je ne comprends pas pourquoi vous perdriez votre temps avec quelqu'un comme moi. » Le regard de Maggie ne vacilla pas. Elle posa le gobelet sur la table, s'assit au bord du lit, et répondit, avec une douceur ferme qui déstabilisa Jonathan. « Je vois un homme perdu, pas un millionnaire. Peu importe ce que vous avez, ou ce que vous êtes censé être aux yeux du monde, vous êtes un être humain, comme moi. » Elle marqua une pause, cherchant les mots justes. La richesse, le pouvoir, ce ne sont que des masques. Sous ces masques, il y a des douleurs, des doutes, des peurs. Moi, je n'abandonne jamais un humain, quel que soit son apparat. Jonathan sentit une boule monter dans sa gorge. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un le regardait sans jugement, sans peur ni désir d'exploitation. Juste avec humanité. Peu à peu, entre Jonathan et Maggie, un lien fragile mais profondément réel commença à se tisser. Ce lien ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient connu auparavant, car il dépassait les barrières sociales, les jugements hâtifs et les apparences. Dans la chambre d'hôpital, puis lors de leur rencontre suivante, Jonathan apprit à écouter Maggie avec une attention nouvelle. Il découvrit une femme dont la vie avait été un combat quotidien contre l'indifférence et la souffrance, une femme dont les mots, simples mais puissants, ouvraient une fenêtre sur un monde qu'il avait ignoré jusque-là, celui des invisibles. Maggie, elle, trouva dans cet homme brisé un reflet d'elle-même, pas dans la richesse ou le pouvoir, mais dans la vulnérabilité, la peur et le désir profond de renaissance. Elle ressentait qu'il portait en lui une douleur comparable à la sienne, malgré les murs d'argent qui l'entouraient. Son espoir, longtemps enfoui sous les décombres de la rue, recommençait à s'allumer à la lumière de cette rencontre. Avec le temps, Jonathan prit une décision qui allait changer le cours de sa vie. Plutôt que de fuir ses responsabilités, il choisit de les affronter avec un nouveau regard. Il utilisa sa fortune et son influence pour créer une fondation dédiée aux sans-abri et aux laissés-pour-compte de la ville. Ce projet, qu'il baptisa Uprising, ne devait pas être un simple geste philanthropique, mais une véritable révolution sociale. Maggie fut naturellement appelée à ses côtés, non seulement comme conseillère, mais aussi comme porte-parole. Sa voix, forgée dans l'adversité, portait la vérité brute des rues, insufflant au projet une authenticité que Jonathan seul n'aurait jamais pu incarner. Ensemble, ils élaborèrent des programmes concrets, offrirent un toit digne, un emploi stable et des formations adaptées pour que les personnes en difficulté retrouvent leur place dans la société. La société Blake Technologies s'engagea pleinement dans cette démarche. Des fonds furent alloués, des partenariats noués avec des associations locales, des centres de formation ouverts. Le programme de réinsertion sociale prit rapidement de l'ampleur, devenant un modèle à suivre dans tout le pays. Un an plus tard, la transformation était visible. Maggie n'était plus la clocharde des rues de Chicago.
Elle était devenue une figure respectée et admirée, dirigeant avec Jonathan la fondation Uprising, symbole vivant d'une deuxième chance offerte à ceux que la société avait oubliés. Son passé douloureux lui donnait la force et la légitimité d'accompagner ceux qui se relevaient. Jonathan, lui, avait retrouvé une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue. Libéré du poids des scandales et des faux-semblants, il avançait désormais porté par une cause plus grande que lui. Et surtout, il marchait aux côtés d'une femme qu'il avait d'abord méprisée, mais qui, en réalité, l'avait sauvé autant qu'il l'avait sauvé. Leur lien, forgé dans la douleur et la rédemption, était devenu un pilier solide pour un avenir meilleur.